Bonjour. Nous avons vu, lors du cours précédent, les principes de la modélisation prédictive en général à travers l'exemple simple d'une régression linéaire. Le but d'un modèle est la simplification de la réalité et un modèle prédictif vise à nous donner une probabilité, la probabilité d'une mesure ou la probabilité d'occurrence d'un événement. Nous avons également vu que la création de ces modèles repose sur du calcul de distance. Même pour les modèles les plus sophistiqués que nous verrons par la suite, tout ce que nous faisons est de calculer des distances. Le principe est simple. Si j'ai deux observations connues, A et B, et une troisième observation inconnue, C, soumise à une classification, si C est plus près de A, j'en conclurai qu'elle appartient probablement à la même classe que A. Si elle est plus près de B, j'en conclurai qu'elle appartient probablement à la même classe que B. C'est la raison pour laquelle nous allons vectoriser notre espace et utiliser du calcul matriciel afin de faciliter ces mesures de distance. Chaque observation devient un vecteur et l'ensemble des observations devient une matrice, ce qui facilite considérablement ces mesures de distance. D'où l'importance de l'algèbre linéaire et du calcul matriciel dans l'étude de l'intelligence artificielle. Pendant des décennies, et encore aujourd'hui, on a fait des modèles statiques. C'est-à-dire que le modèle, une fois fait, ses paramètres ne changent plus. Pourtant, l'univers, lui, change. Et les corrélations qui sont à l'origine du modèle évoluent. Un modèle va donc devenir obsolète avec le temps. Jusqu'à présent, lorsqu'un modèle ne fonctionnait plus, la seule solution était d'en refaire un autre. Cela implique une nouvelle base de données, un nouveau processus de modélisation, avec tout ce que cela coûte en temps et en travail. On a donc recherché un moyen pour que le modèle évolue seul, c'est-à-dire que les paramètres soient recalculés lorsque de nouvelles observations sont ajoutées. Cela présente cependant une difficulté. Comment faire pour éviter le surapprentissage sans l'intervention manuelle et le jugement d'un modeleur? La solution qui a été trouvée repose sur les concepts de validation croisée et de régularisation qui définissent l'apprentissage automatique. La validation croisée repose sur le principe de validation que nous avons déjà vu précédemment et qui consiste à tester notre modèle sur un échantillon qui n'a pas servi à sa réalisation. La volonté d'automatisation nous amène cependant à une approche légèrement différente. Un échantillon de test de 20% de notre base de travail est extrait de manière aléatoire, un modèle est construit sur l'échantillon d'apprentissage que sont les 80% restants et testé sur l'échantillon de test. Mais nous retournons alors à notre base de travail initiale et recommençons avec un autre échantillon de test aléatoire qui sera forcément différent et par conséquent nous obtiendrons aussi un modèle différent. Cette étape sera répétée de 5 à 10 fois. Au final, nous aurons 10 modèles différents, testés sur 10 échantillons de tests aléatoires. La comparaison des résultats obtenus sur la variété des échantillons permet de contrôler le risque de surapprentissage et de confirmer la validité de la méthode de modélisation choisie. La régularisation est plus complexe. Elle consiste à pénaliser l'optimisation de la fonction de coût. Nous l'avons vu au début du cours précédent, la fonction de coût d'une régression linéaire, par exemple, est la minimisation de la somme des distances entre chaque observation et la droite représentant notre modèle. Si la fonction de coût, en l'occurrence la minimisation des distances, est poussée trop loin, je cours le risque de surapprentissage. C'est pour cela que je vais volontairement pénaliser la fonction de coût afin qu'elle ne soit jamais parfaite. Cette régularisation a donc une dimension mathématique supplémentaire qui permet de contrôler le recalcul des paramètres du modèle. Cette régularisation est elle-même une fonction dont les paramètres sont appelés hyperparamètres.
Dans le contexte de l'apprentissage automatique, le travail du modeleur est donc à présent non plus de calculer des paramètres, mais de choisir et de définir des hyperparamètres afin que le modèle reste constamment dans l'espace contraint entre précision et rappel et sous-apprentissage et surapprentissage. Comme nous l'avons vu précédemment, le but de l'apprentissage automatique est l'évolution du modèle avec l'ajout de nouvelles observations sans l'intervention du modeleur. On a donc un gain considérable en efficacité, en temps et en précision sur la durée. Résumons le monde de l'apprentissage automatique grâce à cette image. On y retrouve les modèles non supervisés, avec en particulier leur utilisation dans le domaine de la segmentation. Puis nous avons les modèles supervisés, c'est-à-dire que l'on a une vérité, une référence observée dans le passé. Nous y retrouvons les modèles de classification, prédiction de l'appartenance à une classe, et les modèles de régression, prédiction d'une dimension. Nous voyons aussi une troisième famille de modèles dont nous n'avons pas encore parlé, qui sont les modèles d'apprentissage par renforcement. Ces modèles sont essentiellement utilisés dans les domaines des jeux et de la robotique. Ils consistent en un apprentissage qui repose sur la punition et la récompense. Si ma fonction de coût consiste par exemple à optimiser un nombre de points, je vais pénaliser l'algorithme pour toute mauvaise action en lui retirant des points et le récompenser pour toute bonne action en ajoutant des points. L'algorithme va apprendre très vite à favoriser les bonnes actions et éviter les mauvaises. Voyons à présent les principaux algorithmes que nous pourrons rencontrer. On retrouve dans ce tableau la même classification, à présent bien connue, des modèles supervisés ou non supervisés, des régressions et des classifications. Dans les modèles de régression supervisée, nous allons retrouver la régression linéaire que nous avons vue précédemment, très souvent utilisée, simple, mais qu'il ne faut pas sous-estimer. Nous avons également la régression logistique. La régression logistique a été et est encore le cheval de trait de la modélisation financière et bancaire, entre autres. Bien que ce soit une régression, elle est souvent utilisée comme classification binaire. En effet, on l'utilise principalement lorsque la prédiction recherchée n'a que deux valeurs possibles, bon ou mauvais, vrai ou faux, etc. Possibilité résumée par les deux chiffres 0 et 1. Dans ce cas, il est impossible d'utiliser une droite infinie sous peine d'avoir plus vrai que vrai et plus faux que faux. On a donc trouvé le moyen mathématique de contraindre la droite de régression entre les deux valeurs limites et on obtient ainsi une sigmoïde caractéristique. On utilise pour cela le logarithme naturel de la probabilité, d'où le nom de régression logistique. Dans la catégorie des classifications, l'algorithme le plus simple est le KNN, pour K Nearest Neighbors. L'appartenance d'une nouvelle observation à une classe est décidée en fonction de l'appartenance de ses voisins les plus proches. K étant une variable, on décidera si l'on prend les 3, 4 ou 5 plus proches voisins. Si KNN est le plus simple, les arbres de décision sont les plus populaires. En effet, ils sont faciles à expliquer. On part de l'ensemble de la population que l'on sépare au fur et à mesure en fonction de variables et de seuils de séparation. On crée ainsi des branches, des parents et des enfants. Les nodes terminaux sont appelés des feuilles. Le but de l'algorithme est d'obtenir la population la plus pure au sein d'une feuille. On pourra ainsi prédire la probabilité d'appartenance à une classe en fonction d'une série de conditions faciles à expliquer. Dans les modèles plus sophistiqués et plus complexes, on trouvera le SVM, Support Vector Machine ou séparateur à vaste marge en français. Cet algorithme consiste à trouver la ligne optimale de séparation entre deux populations. Il le fait en trouvant la ligne qui offre l'espace le plus large entre les deux populations à séparer. Encore plus complexes sont les réseaux neuronaux.
Ceux-ci sont composés de neurones agencés en couches. Le but est de reproduire le fonctionnement du cerveau humain et la transmission du signal de neurone en neurone. Il y a une couche d'entrée et une couche de sortie, entre lesquelles sont plusieurs couches cachées. Au-delà de 5 couches cachées, on parle de réseau neuronal profond, et donc d'apprentissage profond ou deep learning. Le deep learning est donc une méthode d'apprentissage automatique qui repose sur l'utilisation de réseaux neuronaux à plus de 5 couches cachées. La question récurrente est toujours celle de savoir quel modèle utiliser et de trouver le meilleur modèle possible. Au début des années 2000, un groupe de chercheurs s'est posé la question suivante. Pourquoi chercher l'unique arbre de décision le plus efficace? Ne pourrait-on pas créer de manière aléatoire plusieurs arbres de décision médiocres et prendre le résultat de la majorité? Et cela fonctionne merveilleusement bien. Parce qu'il y a plusieurs arbres, cela s'est appelé une forêt, et parce que les arbres sont créés de façon aléatoire, cela s'est appelé une forêt aléatoire ou random forest. Le principe s'est étendu au-delà des arbres de décision et aujourd'hui il n'est pas rare d'utiliser plusieurs algorithmes en même temps dans ce que l'on appelle un ensemble et prendre le résultat de la majorité. Cela fonctionne certes, mais reste cependant très gourmand en capacité de calcul. Dans la catégorie des algorithmes non supervisés, le plus souvent utilisé à des fins de segmentation, le plus connu est le K-means, qui utilise un calcul de distance moyenne en fonction de centroïdes positionnés au hasard au début, puis repositionnés en fonction de l'optimisation de la fonction de coût, qui vise à réduire au maximum la distance entre des observations du même segment et d'augmenter au maximum la distance entre les centroïdes. Je vous propose de regarder une animation qui illustre la séparation d'une population en 4 segments. Les centroïdes sont initialement définis au hasard, les distances avec chaque observation sont calculées, la fonction de coût va ensuite modifier la position des centroïdes afin d'optimiser les distances au sein d'un segment et entre les segments. On obtient ainsi 4 segments les plus homogènes possibles et les plus séparés possibles. Facile. Ce que nous devons retenir, c'est que l'apprentissage automatique, ou machine learning, est une pénalisation volontaire de notre fonction de coût afin de permettre un recalcul automatique des paramètres d'un modèle après ajout de nouvelles observations, tout en évitant le surapprentissage. Qu'il existe toute une variété d'algorithmes de modélisation, parmi lesquels il nous faudra choisir ou pas, si nous décidons de les utiliser tous ensemble. Lors du prochain cours, nous achèverons notre cheminement qui nous a mené de la décision humaine aux statistiques et à la modélisation prédictive, et nous en verrons l'aboutissement, qui est l'intelligence artificielle. À bientôt.